Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a beaucoup de bruit. On est au Grand Palais, ça résonne. Alors, je vais vous proposer un exercice littéralement de 10 secondes. Je vais vous inviter à tous fermer les yeux. Et on va prendre 3 belles inspires ensemble pour se poser avant d'accueillir nos 2 invités. Donc, quand vous êtes prêts, vous fermez les yeux. On revient dans son corps, les racines dans les pieds. Vous connaissez, même si on ne s'apprête pas à faire une séance de yoga. Et on va se prendre 3 grandes inspires. Ok, alors tranquillement, quand vous êtes prêts, vous pouvez réouvrir les yeux. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai l'immense honneur aujourd'hui d'interviewer 2 invités merveilleux. J'ai nommé Marc Lévy et Raphaël Glucksmann. Merci de les applaudir bien fort. Bien sûr, enlevez vos vestes. Dans le public aussi, n'hésitez pas. On profite du soleil. Merci infiniment d'être ici. Merci à tous les 2. Alors, j'avais absolument pas prévu de commencer par ça. Ça va être une introduction un peu étonnante. Mais il s'avère que ce matin, quand Marc Lévy est arrivé, d'ailleurs juste après, j'ai vu une femme absolument fantastique sur scène dans l'autre salle qui parlait des baleines et qui plonge avec les baleines, qui a énormément de chance. Elle est sud-africaine, elle a monté une association pour des enfants, etc. Mais il s'avère qu'elle a été plongée avec les baleines. Et elle nous parlait de l'intelligence extraordinaire des baleines qu'on sous-estime complètement, de leur conscience, du fait qu'elles peuvent discuter entre elles à des milliers de kilomètres, qu'elles ont un radar incroyable. Et je le dis très mal, et c'est pas connecté avec mes émotions, puisque moi, je n'étais pas sur ce bateau avec ces baleines sous l'eau. Mais je vous assure que je me suis mise à pleurer à 10h du matin avec mon café dans la main devant cette scène, en train d'écouter cette femme qui nous parlait de cette intelligence émotionnelle absolument hors norme. Et donc, je me suis dit, comment j'amène ça ici? Comment j'amène ça ici avec ces 2 personnes qui sont vues comme, évidemment, des figures publiques, un homme politique, un écrivain, mais qui sont aussi des êtres humains qui ont... Non, alors des robots. Donc, j'interviewe des robots aujourd'hui. Des êtres humains, bien évidemment. Donc, j'ai envie qu'on parle de la démocratie, mais bien évidemment avec une partie peut-être plus sensible que d'habitude. Moi, je suis intervieweuse de l'intime, alors ça me va très très bien en plus. Donc, est-ce que vous voulez bien, tous les 2, commencer par me raconter, dans vos parcours de vie, ce qui fait que vous vous intéressez, j'allais dire à la démocratie, mais on s'en fout un peu de la démocratie. En fait, la démocratie, c'est quoi? C'est l'humain. Et c'est notre capacité, à minima, d'essayer de vivre en harmonie sur cette terre. Donc, j'arrête mon monologue. À vous la parole, messieurs. Non, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. C'est une question complexe. L'éducation reçue de mes parents, je pense. La question que je me posais enfant et à laquelle personne ne voulait me répondre, pourquoi j'avais pas de grands-parents? Et parce qu'on ne voulait pas me dire quand j'avais 5 ans, 6 ans ou 7 ans qu'ils étaient morts dans les camps. Le fait, quand j'ai compris pourquoi j'avais pas de grands-parents, de ne pas comprendre comment on avait laissé faire ça. Je ne comprenais pas. Et puis après, ce qui m'a fait m'intéresser à l'humain, c'est d'avoir lu Les raisins de la colère et ensuite d'être entré à la Croix-Rouge. Alors attendez, la Croix-Rouge, vous avez fait quoi à la Croix-Rouge? C'est hyper intéressant. Non, non, j'ai rien fait du tout. Bon, j'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai travaillé dans une unité de désincarcération des grands accidentés. Donc, mais bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais la Croix-Rouge a fait beaucoup pour moi. C'est quoi la désincarcération des grands accidentés? En fait, ça remonte à une époque où le SAMU n'existait pas encore, enfin, était en train de se créer. Et l'urgence routière était assurée principalement par police secours. Et donc, il y a eu une initiative des pouvoirs publics à l'époque. Et j'ai fait, voilà, la désincarcération, ça consistait à aller chercher dans les tôles des voitures ou des camions ou dans les trains ou dans les accidents
les gros accidents industriels ou dans les effondrements d'immeubles, d'aller chercher les gens qui sont coincés pour les sortir. Sacré job quand même, hein. Raphaël, qu'est-ce qui dans votre parcours explique que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'humain? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai grandi dans une famille un peu spéciale. Il y avait le même horizon de passer d'une grande disparition et l'appartement familial était transformé en ambassade des gens pour les gens qui n'avaient pas d'ambassade. Et donc, très petit, il y avait des dissidents d'Europe de l'Est, des opposants d'Amérique latine, des féministes algériennes qui venaient habiter chez nous, des Tchétchènes qui venaient habiter chez nous. Et moi, je devais laisser mon lit à ces invités qui n'avaient pas d'ambassade et qui menaient un combat pour la démocratie, la liberté, l'humain. Et donc, très tôt, j'ai entendu ces histoires et rencontré ces gens qui n'avaient pas ce dont nous jouissons en France. Et donc j'ai compris assez vite ce que c'était que l'absence de démocratie, l'absence de liberté. Et il y a un moment de bascule dans ma vie, c'est en 1994, la découverte des images du génocide des Tutsis du Rwanda. Et je me souviens très bien à ce moment-là, avec 2 copains de lycée, on s'est dit, quand on sera grand, on ira au Rwanda et on travaillera sur le génocide des Tutsis. Ce que vous avez fait. Ce qu'on a fait à 20 ans. Et on a rencontré d'ailleurs, elle est là, Annie Kaitesi, qui est toujours une rescapée du génocide. Et on est partis ensemble au Rwanda. Et quand vous avez 20 ans et que vous aidez une jeune fille qui s'appelle Jeanne à chercher dans une fosse commune les habits et les restes de sa mère, qui a été tuée pour le simple crime d'être née Tutsi, eh bien vous comprenez en fait ce que représente l'absence de démocratie, d'humain et de liberté. Et c'est dans ces fosses communes, ensuite dans les marges de l'Europe, en Géorgie, dans le Caucase Nord, en Ukraine, que j'ai forgé mes convictions en fait. Et donc c'est une trajectoire très différente de ce qu'ont fait traditionnellement les politiques qui sont sortis de Sciences Po et qui ensuite ont été dans des cabinets ministériels, des assistants parlementaires. C'est-à-dire que les mots que j'emploie sont lestés d'un poids qui est vraiment la rencontre de l'absence de tout ça et le tragique que ça représente. Moi, j'ai des amis et des modèles dans ma vie qui se sont fait buter parce que se battant pour la démocratie et la liberté. Moi, je pense à chaque pas à Anna Politkovskaya, cette journaliste russe immense qui a été mon amie et mon modèle en fait dans la vie. J'en ai peu, mais c'était un modèle et elle s'est fait tuer dans son hall d'escalier le jour anniversaire de Poutine. Et ces gens en fait m'habitent et depuis, c'est ça le cœur, le moteur de ce combat pour la démocratie. Et pour moi, c'est le combat absolu parce que si on perd ça, on perd tout le reste. Il y a un truc qui m'intrigue dans ce que vous venez de dire. Vous pouvez bien évidemment à tout moment les applaudir. Comment, qu'est-ce qui explique que vos parents, j'imagine, recevaient tout ce beau monde quand vous étiez petit? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils étaient connectés à ces réfugiés politiques? Alors, je pense que là, ça va se rejoindre un peu dans les destinées familiales. Quand on a été... mon père, il a été mis dans un train à 3 ans. Et normalement, on ne devait pas sortir de ce train, autrement que pour aller à la chambre à gaz et dans un four. Et sa mère s'est révoltée dans le train et a organisé la révolte du train. Et donc les gendarmes français, les policiers français, ont sorti ma grand-mère et son fils du train pour éviter l'émeute. Et les ont envoyés dehors. Et je pense que c'est cette colère-là qui a habité mes parents depuis l'origine. Et
il y a deux manières de survivre à un génocide et de concevoir ensuite sa mission sur la Terre. C'est soit de dire, eh bien, c'est une histoire qui concerne ma communauté, soit de dire, c'est une histoire qui concerne toute l'humanité et j'ai une forme de responsabilité liée au fait que j'ai survécu. Et donc, il y a eu une quête ensuite de tous ceux qui risquaient leur peau à travers le monde pour défendre des libertés basiques. Il ne s'agit pas de dire qu'on risque sa peau pour plus ou moins d'imposition sur telle ou telle mesure, mais simplement pour la liberté la plus fondamentale de pouvoir dire ce qu'on pense et de pouvoir être ce qu'on veut être ou ce qu'on est. Et donc, il y a eu cette transformation d'un appartement du 10e arrondissement de Paris en sorte d'ambassade où se relayaient des gens d'ailleurs qui venaient d'horizons politiques très différents. Il y avait des opposants au régime fasciste d'Amérique latine qui passaient la nuit avec des opposants au régime communiste d'Europe de l'Est. Et il y en a qui se disaient marxistes et les autres qui se disaient conservateurs, orthodoxes, chrétiens. Et ils s'entendaient hyper bien. Moi, je les voyais boire ensemble. Enfin, il ne faut pas boire, mais je les voyais discuter ensemble. Et en fait, ils se rejoignaient sur quoi? Sur quelque chose de quasi immatériel qui est la liberté intérieure, cette capacité à risquer ce qu'on a pour simplement vivre une vie d'homme ou de femme libre. Et cette rencontre-là, moi, elle m'a toujours marqué, elle a toujours mis aussi à distance le campisme politique. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui étaient menacés par des régimes qui avaient des drapeaux de gauche et des gens qui étaient menacés par des régimes qui avaient des drapeaux de droite. Et ça rejoint ce que dit Camus. Camus, il dit, mais quand un ouvrier ou un poète est tué par un soldat, seul l'imbécile en France se demande si le soldat est de gauche et l'ouvrier de droite, quoi. À la fin, ça reste un ouvrier et un poète qui sont tués par un soldat. Et donc, c'était au moment de l'insurrection de la Hongrie que Camus disait ça, lui-même venant de la gauche et prenant à partie la gauche officielle qui refusait de soutenir la Hongrie. Et je pense qu'il faut rester fidèle à ça, à ce sentiment-là. Quand on n'a pas une histoire aussi traumatique, une histoire familiale aussi intense, traumatique, et quand on n'a pas grandi dans un appartement où tout ce joyeux monde se retrouvait, et qu'au fond, comme moi, je suis une privilégiée, je n'ai jamais connu la guerre, mes grands-parents l'ont connue. Comment est-ce qu'on se sent concerné par la démocratie? Comment est-ce qu'on peut prendre l'urgence, se saisir de l'urgence de la démocratie quand on n'est pas autant touché dans ses tripes? Marc? C'est une question très personnelle. C'est une question de foi. Enfin, c'est une question de foi intérieure. Comment est-ce qu'on peut... je crois qu'il y a une prioritarisation des urgences. Quelle part de sa liberté on est prêt à concéder pour l'accumulation de richesses? C'est tout l'enjeu de l'Amérique aujourd'hui. L'Amérique, énormément d'Américains ont voté pour une accumulation de richesses en étant prêts à céder leur liberté. Très certainement parce que ils n'ont jamais connu la privation de liberté. Et donc, ils n'en connaissent pas... ils ont connu la baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences, mais ils n'ont jamais connu la privation de liberté. Donc comment est-ce qu'on prend conscience de cette urgence? On en prend conscience quand on sait ce que c'est que d'être en prison. Moi, j'ai vu toute ma vie les cicatrices de la torture sur le corps de mon père. Donc j'ai eu cette chance ou cette malchance d'être conscient de ce que ça voulait dire. Et en même temps, je pense qu'il faut regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, de la Shoah, c'est que la Shoah ne me donnait aucun droit, mais elle me donnait énormément de devoirs. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce que la victimisation ne vous rende pas privilégié. Le fait d'avoir été victime et d'avoir survécu à cette, je dirais, à la folie d'autres hommes, vous donne un devoir extrêmement important de communication et de compréhension. Faire savoir
à ses prochains ce que représente la perte de liberté. Et par exemple, c'est déjà un acte de résistance. Comment vous formulez ça? On ne va pas faire que parler de nos parents, mais c'est un exemple que je trouve assez intéressant dans l'abattement général que nous ressentons par rapport à la montée d'un régime autoritaire aux États-Unis, je dirais l'incohérente position des partis dits nationalistes ou patriotiques, mais qui s'alignent devant la Russie, qui n'a qu'une envie, c'est de détruire nos pays et nos nations, etc. Et j'aurais juste parlé d'une chose qui est très importante, c'est l'optimisme. Alors pourquoi? On en parlait tous les deux quand on a préparé cette réunion. C'est une toute petite anecdote. En 1943, dans le sud de la France, vous avez 70 jeunes qui ont entre 18 et 23 ans. Ils ont en commun d'être roumains, espagnols, italiens, portugais, de toutes les nationalités. Ils vont constituer l'un des plus grands mouvements de la résistance française et surtout l'un des plus actifs puisqu'ils vont agir dès 1943. Leurs actes et les dommages qu'ils ont causés aux forces allemandes s'étalent sur des dizaines de pages. Ils avaient très peu de moyens au point que quand ils partaient à l'action, que ça soit pour abattre un général nazi ou que ça soit pour faire exploser le siège de la milice ou des grues sur le canal du Midi, il fallait, quand on avait fini la mission, rendre son revolver à l'autre parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Bref, la plupart d'entre eux ont été arrêtés, la plupart d'entre eux ont été déportés, emprisonnés à la prison Saint-Michel. Beaucoup d'entre eux ont été fusillés par des gendarmes français. Et puis un certain nombre ont survécu. Pas beaucoup, mais ils ont survécu. Pour entrer en 1943 dans la France vichiste, dans l'Europe nazie, avec une Amérique qui n'était absolument pas décidée à entrer dans la guerre et à venir nous porter assistance, il fallait être extrêmement optimiste. Qui a gagné? Vous voyez, la vraie question, c'est qui a gagné? La résistance, elle est partie de là, et la puissance envahissante, la dictature, elle a perdu. Et donc, je crois résolument à la force extraordinaire de la résistance individuelle. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on peut résister aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord laisser place au vertige, parce qu'en réalité, on est né en démocratie et on a été pendant très longtemps des démocrates par habitude ou par héritage. C'est-à-dire qu'on a considéré que cette construction historique, politique qu'est la démocratie était naturelle. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est de sa fragilité extrême. Et cette fragilité, soyons directs, bien entendu, les élites qui ont dirigé ces démocraties ont une immense responsabilité, mais in fine, la démocratie, c'est notre trésor commun et c'est aussi le produit de nos contributions collectives. Et en fait, en considérant la démocratie non plus comme un projet auquel il fallait contribuer, mais comme un état de fait et un ensemble de règles et d'institutions, eh bien, on l'a rendu toutes et tous extrêmement fragile. Le désinvestissement dans la sphère publique, dans le débat public, dans l'engagement civique, a rendu les démocraties extrêmement fragiles. Le phénomène de retrait vis-à-vis de la vie politique et de la vie publique a rendu ces démocraties fragiles. Alors, je n'ai pas l'habitude de citer des ultranationalistes russes en exemple, mais il y a un philosophe fasciste russe qui s'appelle Douguine, qui a écrit en 1991, au moment de la chute de l'URSS, un texte qui semblait complètement barré. Il dit « Aujourd'hui marque le début du déclin des démocraties occidentales, au moment où le monde entier assistait au triomphe des démocraties libérales contre les régimes communistes. » Et il dit « Pourquoi est-ce que c'est le début de leur déclin? Parce que désormais, ces démocraties ne vont plus se vivre comme un phénomène
politique, idéologique, culturel, mais comme un phénomène naturel. Aussi naturel, écrit-il, que l'air qu'on respire. Alors on sait aujourd'hui que l'air qu'on respire n'est déjà pas naturel, mais en plus de cela, ce qu'il vise, c'est que finalement, cette période de notre vie historique où on a considéré les démocraties comme étant acquises et l'histoire comme étant finie, dans sa dimension tragique, eh bien ça a vidé de substance nos démocraties. Et on a eu une ribambelle de dirigeants qui ont dirigé les démocraties de manière démocratique, en respectant les institutions, mais sans à aucun moment, pour la plupart, pas tous, mais enfin, pour certains d'entre eux, d'ailleurs même pas beaucoup, mais c'est pas grave, en tout cas dans les formes apparemment, mais à aucun moment il y a eu cette sève qui permet à l'arbre d'être solide. C'est pour ça que c'est devenu extrêmement friable. Et cette sève, c'est bien sûr les dirigeants, mais cette sève, c'est aussi les citoyennes et les citoyens. Et donc, si on ne réinvestit pas l'arbre, eh bien, ça se casse comme du bois mort. Et c'est ce qui est en train de se produire, en fait, dans toutes les démocraties occidentales. Et donc, Dugin, qui semblait dingue, avait profondément raison quand il disait cela. Et aujourd'hui, dans la tête des gens, de plus en plus, la démocratie, ça rime avec la faiblesse et l'Europe avec l'impuissance. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est pas simplement de sauver les institutions telles qu'elles sont, c'est de les réinvestir, c'est de se les réapproprier et c'est de reconstruire en fait, de régénérer nos démocraties. Et il n'y a que comme ça qu'elles vont pouvoir survivre à cette vague qui est une vague qui vraiment peut nous emporter. Moi, si vous me posez la question, je suis désolé, je parle trop, mais si vous me posez la question aujourd'hui, est-ce que dans 5 ans, on vivra en Europe, dans des démocraties et dans un continent en paix, je vous répondrai de manière très nette, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et effectivement, tout dépend de nous. Et là où on peut être optimiste, c'est que je suis sûr qu'il y a en nous, dans nos sociétés, beaucoup plus que le spectacle qui est devenu la politique américaine, qu'il y a beaucoup plus d'aspiration, beaucoup plus de force, beaucoup plus de rêve, d'idéal, que cette espèce de show orange permanent et quotidien. Mais ça, il faut qu'on aille la chercher, cette énergie. Donc si je schématise, comme d'habitude, on doit attendre d'être dans la merde pour comprendre qu'on est dans la merde et pour qu'il y ait un sursaut. Non, mais je crois qu'il y a aussi il y a une grande valeur éducative sur laquelle il faut se pencher. Il est incroyable que dans le pays des libertés, la démocratie ne soit pas une matière qu'on enseigne à l'école. La démocratie, c'est un sujet en vie. Dans les rencontres que je fais souvent avec des lycéens, on pose cette question, mais c'est quoi la démocratie? Et comme le dit Raphaël à juste titre, la démocratie, elle est synonyme de, très souvent, elle est perçue comme une faiblesse, elle est perçue comme une désorganisation, une incapacité à prendre des décisions. Et c'est là qu'on comprend que le champ linguistique est totalement perturbé. La première chose à faire, c'est de redéfinir ce qu'est la force. Est-ce que la force, c'est la brutalité ou l'intelligence? Est-ce que la communion et la réflexion et le partage des décisions, c'est une faiblesse? Moi, je ne crois pas. La démocratie, c'est un système de vie sociétale dans lequel les gens collaborent ensemble pour construire, pour créer de la richesse et dans la mesure du possible pour la partager. La dictature, qu'elle soit en Russie, qu'elle soit aux États-Unis, c'est l'accaparement de ces richesses par un tout petit nombre de gens qui ont réussi à convaincre des gens qui sont en manque que leurs problèmes sont causés par des gens encore plus pauvres qu'eux. C'est aberrant. Mais toute la folie des maguistes aux États-Unis, c'est une poignée de milliardaires qui a réussi à faire croire au commun des mortels américains que les raisons de son appauvrissement étaient causées par des gens encore plus pauvres qu'eux. Donc c'est ça la dictature. La dictature aujourd'hui n'est plus une dictature d'idéologie comme au temps des guerres de religion. La dictature, c'est une idéologie économique. C'est la captation des richesses par un tout petit nombre. Donc je crois que si on veut protéger nos démocraties, et c'est pour ça que je parle de résistance individuelle,
Eh bien, il appartient à chacun d'entre nous d'avoir conscience qu'il a ce pouvoir de communiquer ça à son voisin. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à l'autre qu'il a tort, il s'agit de lui faire comprendre pourquoi son raisonnement l'entraîne vers quelque chose qui va lui nuire. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très compliqué dans les temps qu'on est en train de vivre. Bravo. On a un timing serré, donc s'il vous plaît, on ne perd pas trop de temps non plus à applaudir, ça va. Hein. Il y a un truc qui est hyper compliqué dans ce qu'on est en train de vivre, c'est, alors je vais le dire avec mes mots, la fragmentation des idées, des opinions, les réseaux sociaux, les communautés, on s'enferme dans nos schémas de pensée, dans nos idées. Et c'est hyper compliqué de dialoguer, il faut le dire. Enfin, moi, je suis très engagée aussi, mais malgré tout, c'est de plus en plus compliqué de dialoguer. Moi, je trouve ça fascinant quand j'entends ce que tu disais sur la part de tes parents, où c'est un melting pot fantastique. On n'est pas d'accord, on s'engueule, mais en même temps, on boit ensemble et on trinque. Comment est-ce qu'on recrée ces espaces communs dans cette société? Alors, c'est pas du tout que je ne vais pas répondre à la question. Mais je ne vais pas y répondre. Mais ce qui a été dit sur la force, à mon avis, c'est l'enjeu essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire redéfinir la notion de force. Trump, il a été élu parce qu'il apparaissait fort et que dans une période de grands troubles, on a besoin de leaders forts et qu'il y a une aspiration à être protégé par la force. Et donc la définition de la force, c'est ce qui va permettre ou pas à la démocratie de survivre. Et moi, je pense toujours à deux choses. La première chose, c'est vous prenez quelqu'un, je vais prendre un écrivain ukrainien qui s'appelle Pavlo, et qui est un ami à moi, et avec qui je fais une conférence à Bruxelles. Au début de l'invasion, il a rejoint l'armée, et pendant 3 ans, il a été sur le front. Et à la fin de ces 3 ans sur le front, il vient à Bruxelles faire une conférence, on fait une conférence ensemble, et il parle d'une voix extrêmement douce, posée. Il a une forme de bonté qui émane de lui, d'empathie, y compris pour les gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'expérience du front. Et il y a des questions que moi je jugeais un peu compliquées ou voire profondément débiles, mais il prenait tout avec une forme d'empathie et il accueillait la parole de l'autre. Et vous avez à l'opposé de ça, vous avez Alex Jones, vous savez le YouTuber Trump, là, Infowars et tout. Comme ça. Qui parle comme ça, il passe sa vie dans une salle de muscu, et il a une grosse voix bien dure. Et lui, il dit, moi je suis fort. Et je vois le contenu de ce qu'il prononce, et il dit, mais quand même, avec ces démocrates, Poutine, il va venir jusqu'à Washington. Donc en fait, il a un discours mais d'effondrement moral, de capitulation, mais avec une grosse voix et des beaux muscles, quoi. Et l'autre, c'est un écrivain hyper sensible. Et il a pris, au lieu d'un stylo, un fusil, et il a été sur le front, et il parle toujours de la même voix. Et ben la force, elle est chez Pavlo, elle n'est pas chez Alex Jones. Et ça, il va falloir qu'on diffuse ça partout. Que la démocratie est infiniment plus forte que ce spectacle qui finalement aboutit à la capitulation face aux dictateurs. Et la même chose sur ce virilisme qui est en train de capter l'idée de force. Mais regardez, le 24 février 2022, regardez qui a tenu l'Europe. Qui a tenu l'Europe le jour de l'invasion de Poutine? Moi, je les ai vus au Parlement européen. J'ai vu Charles Michel, j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai vu Olaf Scholz. Il n'y avait personne. Et qui est venu? Sanna Marin, la première ministre de Finlande, social-démocrate. Kaja Kallas, la première ministre estonienne, libérale. Ursula von der Leyen, la présidente de la commission conservatrice allemande. Je les ai vus tenir l'Europe, tenir droit face à l'invasion de Poutine. Et donc, en fait, il va falloir qu'on redéfinisse ce qu'est la force. La force, c'est pas ces wa d'Alex Jones. La force, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré, mais il faut qu'on la projette. Parce qu'aujourd'hui, on va perdre toutes les élections si notre approche du monde est identifiée à de la faiblesse. Or, en réalité, c'est nous qui avons la force, mais il va falloir le montrer. Raphaël, ce que... J'ai pas du tout répondu, du coup. Mais... C'est pas grave.
Ce que tu dis sans le nommer, c'est la masculinité fragile, c'est toute la littérature féministe sur ce sujet, et c'est aussi de faire la place aux femmes, de faire la place belle aux femmes. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans le monde politique? Bon, je connais la réponse, mais enfin, comment est-ce qu'on amène encore plus de femmes? Non, pardon, je ne suis pas d'accord avec la notion de masculinité fragile. Parce que c'est l'humanité fragile. Quand je vois le comportement de Mathilde Panot, tu pourrais appeler ça aussi de la masculinité fragile, mais c'est une femme. Et j'ai vu... Donc, si tu veux, moi j'ai été féministe, le mot n'existait pas. Donc je peux en parler tranquillement, ça n'existait pas encore. Donc, il faut arrêter la guerre des sexes. C'est une question d'humanité. Et l'humanité, elle est chez les femmes et chez les hommes. Il faut redéfinir chez les femmes et chez les hommes ce que l'on appelle la force. Le mot virilité, par exemple, c'est un mot qui a été totalement détourné de son sens. Vous voyez, moi, quand j'étais gamin, la virilité, c'était Clark Gable, c'était pas Alex Jones. Donc là où c'est parti en couille, c'est le jour où la virilité, c'est devenu Alex Jones. Mais ceux qui en souffrent, c'est pas les femmes, c'est nous les hommes. Parce que si Alex Jones, c'est la virilité, alors moi, je suis plus du tout viril. Donc je ne crois pas du tout que c'est la guerre des sexes. Aujourd'hui, c'est un débat d'humanité. Le temps passe, mais je vais revenir à la première question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que tout à coup, à un moment dans sa vie, on a envie de devenir, de s'engager dans un combat pour l'humanité? Parce qu'un jour, j'ai posé la question à mon père. J'étais très jeune et je lui ai dit, papa, c'est quoi être un homme? Il m'a répondu, être un homme, c'est rien. Ce qui est très compliqué, c'est de le rester toute sa vie. Et ça ne m'a jamais quitté. Parce que l'étincelle d'humanité qui nous est confiée, il suffit de quelques secondes d'inattention pour la perdre. Et tous ceux qui vont vers les forces de la dictature, tous les Lacombe-Luciens, pour ceux qui sont de la génération de savoir qui était Lacombe-Lucien, tous ceux qui deviennent des Lacombe-Luciens vont perdre cette humanité. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est plus virilité, féminité, on n'en est pas là. Ça, bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on réapprenne à l'école et ce dont on doit tous parler, c'est de l'humanité. Quand vous entendez sur CNews Pascal Praud, à une heure de grande écoute, dire ceci, et j'ouvre bien les guillemets pour pas qu'il y ait de coupe sur les montages Internet. Il dit au moment où la France s'inquiète parce que sur les chaînes de télé, on est en boucle sur les épidémies de puces, vous savez. Et il dit ça, écoutez bien, vous allez voir la perversité. Il dit, parce qu'il n'a pas le courage de ses opinions en plus, il dit, je ne dis pas que, mais je pose la question, parce qu'on a le droit de poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre les épidémies de puces et l'hygiène des migrants? Fermez les guillemets. Je suis content de voir la tête que vous faites, madame. Parce que l'indignation en France, elle n'a pas été énorme. On a laissé passer ça. Ça, c'est le début du fascisme. Parce que, pourquoi est-ce que Pascal Praud dit ça? On peut répondre simplement, facilement, parce que c'est un imbécile. C'est plus subtil que ça. Parce que Pascal Praud n'a jamais lu Les raisins de la colère. S'il avait lu Les raisins de la colère, il ne pourrait plus être indifférent à la misère. Il ne pourrait plus être indifférent à la souffrance. Donc, je pense que la victoire de nos démocraties, elle ne va pas se faire en disant des autres que ce sont des imbéciles, mais elle va se faire en faisant appel à cette humanité, en réveillant cette humanité. Parce que ce que la dictature tue, c'est l'humanité. Et je peux vous dire, pour vivre aux États-Unis, je le vois tous les jours. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais on peut parler de l'Ukraine peut-être, parce que vous l'avez évoqué rapidement, mais vous êtes tous les deux allés en Ukraine. Bon, j'imagine que comme pas mal de monde dans la salle, moi je suis jamais allée en Ukraine. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce que vous y avez vécu, les personnes que vous y avez rencontrées et comment, une fois de plus, comment on peut se saisir de ce qui se passe en Ukraine pour l'amener chez nous, pour se réveiller par rapport à la démocratie et arrêter de la prendre pour acquise? Moi, j'ai été en Ukraine de nombreuses fois avant la guerre et de nombreuses fois depuis l'invasion du 24 février 2022. En fait, il y a dans ce train qui traverse l'Ukraine un moment comme ça d'isolement et on arrive en Ukraine dans une société, et c'est très étonnant, hein.
où chacun semble à sa place. C'est-à-dire qu'il y a le chaos de la guerre, et moi, mes amis qui avaient une vie complètement perturbée, dissolue, changeant de travail, changeant d'opinion politique, tout d'un coup se retrouvent centrés à leur place, travaillant pour la résistance de leur nation. Et c'est vraiment un peuple qui a basculé dans un mode survie qui renforce en fait son être intérieur. Et souvent, moi, mes amis ukrainiens me disent, mais c'est comme si on était né le 24 février. C'est-à-dire qu'on n'a plus le même rapport au monde et on n'a plus le même rapport à ce qu'on est et à ce qu'on a. Et je crois vraiment, il n'y a pas de Rambo, quoi. Enfin, c'est quand on va sur le front, qu'on parle aux militaires ukrainiens, c'est toujours très calme. C'est pas un spectacle. Et c'est extrêmement puissant. Et moi, je dis toujours, quand on me demande, mais pourquoi vous vous occupez autant de l'Ukraine? Je dis, mais par égoïsme. Parce qu'en fait, non seulement les Ukrainiens sont la première ligne de défense de nos nations, mais en plus, l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne va nous apporter quelque chose. Réellement, c'est pas pour eux, c'est pas par charité, là. On n'est pas des dames patronesses qui vont offrir quelque chose à un peuple par solidarité. Ça va nous réapprendre ce qu'on est, nous. La force qu'on a, la force que notre système politique a, la force que notre vision du monde porte, notre force. Je veux dire, les gens en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, qui descendent dans la rue par centaines de milliers pour pouvoir vivre à nos côtés dans la famille des démocraties européennes. Ces gens-là, en fait, ils sont un miroir dans lequel il faut qu'on réapprenne à se regarder et à comprendre ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir si on avait conscience qu'on l'a, à ce qu'on pourrait redevenir. Et je crois qu'en Ukraine, on apprend en fait quelque chose sur nous-mêmes. On apprend qu'en fait, on n'est pas obligé de baisser la tête, qu'on n'est pas obligé de se vendre à Gazprom ou à Huawei, qu'on n'est pas obligé d'être un supermarché dans lequel des émirs qataris ou des oligarques russes ou des dignitaires du Parti communiste chinois viennent faire leurs courses. Qu'on a beaucoup plus de dignité que ce qu'on montre aujourd'hui. Et moi, j'ai besoin que les Ukrainiens nous apportent ça, nous réapprennent ça. Et si on a conscience de cela, et c'est ce que nous disent tous les Ukrainiens, mais ayez conscience de votre force. Vous êtes l'Europe, vous êtes le premier marché du monde. Vous avez tout pour être une grande puissance dont on écoute la voix. Mais pour cela, il faut juste le courage d'assumer ce que vous êtes. Profondément, pas en surface, là, pas ce que vous montrez quand vous êtes faible et que vous vous vendez. Et il y a cela en Ukraine qui nous touche, nous, et qui nous parle à ce qu'on est profondément. Et puisqu'on est ici, je veux dire, je suis convaincu, moi, qu'il y a une phrase qu'il faut garder en tête. C'est celle d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Que ce soit sur la perspective de la catastrophe climatique ou sur la perspective de l'effondrement démocratique, on est vraiment au bord du gouffre, obligé de contempler ce gouffre. Mais mon optimisme à moi, qui est un optimisme assez lucide et qui est fondé sur une vision tragique du moment qu'on traverse, c'est que la prise de conscience, mais pas une prise de conscience dans les mots, là, pas j'aime beaucoup Zelensky, je fais un tweet et derrière je livre pas une arme, ou je ne saisis pas les avoirs publics russes, les 210 milliards qui sont actuellement en Europe, pas non plus les we have only one planet, mais derrière on n'engage pas réellement de politique de transition. Non, une prise de conscience viscérale de ce péril, de ce double péril, c'est ce qui permettra justement de sauver nos démocraties et nos sociétés. Et que, en réalité, cette forme de vertige qui nous saisit, quand on regarde les degrés, quand on voit arriver la catastrophe, ou quand on voit la gueule de Trump et de Poutine comme étant l'avenir de nos pays, eh bien, cette forme de vertige-là peut nous sauver si on la laisse rentrer en nous
on en ressortira plus fort. Parce qu'en fait, on ne veut pas de ça. Et on va redécouvrir ce qu'on est. Et là-dessus, les Ukrainiens peuvent nous le dire, ce qu'on est. Merci. On va devoir arrêter, mais je veux vous laisser le mot de la fin, Marc. Donc, est-ce que non. vous... si, je vous assure, si. Ben non. Mais non, c'était magnifique ce qu'il vient de dire comme mot de la fin. Et vous êtes un poète, un écrivain, vous avez bien un super mot à nous partager pour la fin. Non, mais je vais terminer sur l'Ukraine, puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour leur liberté, ils se battent pour la nôtre. Tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui ont commencé le combat dès 1943 pour chasser l'envahisseur nazi. Et bien, les résistants de 1943, ce sont les Ukrainiens d'aujourd'hui. Ils ne se battent pas simplement pour leur pays, ils se battent pour nous. Et c'est très important de le savoir, de le comprendre et de le dire, et de se battre contre le discours des nationalistes qui ne sont pas des patriotes. Car pour ceux qui l'ignorent, la différence entre le patriote et le nationaliste, c'est que le patriote aime son pays, le nationaliste déteste tous les autres. Et les partis nationalistes ne sont pas des partis d'amour, ce sont des partis de détestation. Et c'est pour ça que ce sont aussi des figures politiques très lâches qui vous disent ce sont des guerres qui ne nous concernent pas, nous n'avons pas à être entraînés. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, dans une conversation, un élu d'un parti du Rassemblement national. Et on avait cette conversation sur l'Ukraine et sur la guerre. Et lui, il me disait c'est une guerre qui ne nous concerne pas, nous n'avons pas à y aller, alors que nous manquons d'argent en France, nous n'avons pas à... Alors je lui ai dit écoutez, j'ai juste une question à vous poser très simple. Il y a l'équipe chinoise, il y a l'équipe américaine et il y a l'équipe russe. Vous pensez que pour gagner le match, il faut envoyer un joueur sur le terrain ou une équipe? L'équipe, c'est l'Europe. Mais si vous pensez que vous pouvez gagner le match tout seul, je vous souhaite bonne chance. C'est pas compliqué. On a besoin de l'Europe, on a besoin d'une Europe forte. Les Ukrainiens, ce petit peuple en nombre et très très grand par le courage, tient tête à la grande armée russe depuis 3 ans, tout seul, avec des moyens financiers et militaires qu'on leur apporte, mais tout seul. Vous imaginez la puissance de l'Europe si on se met vraiment derrière eux et qu'on remet Vladimir Poutine dans ses bottes et qu'on montre que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui a gagné face à la dictature, mais que c'est l'Europe. Dans ce cas-là, c'est la démocratie qui aura gagné et ce sont toutes les démocraties qui auront gagné et notre pays aura gagné avec. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci infiniment, Raphaël Glucksmann, Marc Lévy. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. Merci à vous.